Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Après un été consacré à des portraits de femmes scientifiques inspirantes, Science Num est de retour en mode initial. Le principe, je vous le rappelle, on donne la parole à un chercheur pour qu'il nous parle de ses travaux et innovations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Verviche-Piquois. Bonjour Alexandre. Bonjour Annick, bonjour à tous. C'est la rentrée, du coup, interro surprise. Petit CV express, vous êtes qui ? Je suis Alexandre Verviche-Piquois. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2004, ingénieur télécom. Puis ensuite, après quelques années, donc en tant qu'ingénieur recherche, j'ai passé mon doctorat en 2010. Puis après une expérience entrepreneuriale assez courte, je suis devenu maître de conférence à Télécom Sud Paris et j'ai passé mon habilitation à diriger les recherches en 2022. Sur quoi portent vos travaux ? Alors, mes travaux portent principalement donc sur la géolocalisation avec des techniques radio. Ces travaux, je les déclinerai en fait en 3 grands axes qui se sont développés au fil des années. Le premier axe, qui a été vraiment mon sujet de recherche et qui le reste encore aujourd'hui, principal, c'est tout ce qui est géolocalisation indoor. Vous avez par exemple votre GPS qui fonctionne très bien à l'extérieur. Puis quand vous entrez dans les bâtiments, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, j'ai travaillé sur des techniques qui permettent justement d'assurer ce qu'on appelle la continuité de la fonction localisation. Le deuxième axe, la géolocalisation précise. Donc, il y a des techniques qui existent depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années qui permettent de faire de la géolocalisation donc centimétrique, qui se déploie un petit peu partout. Et voilà. Et moi, donc, je travaille sur l'amélioration de ces techniques-là depuis quelques années maintenant. Et puis enfin, il y a mon troisième axe, le plus important ces derniers temps, qui est tout ce qui concerne les techniques de l'heure GNSS, c'est-à-dire que faut imaginer que vous avez un récepteur qui subit en fait ce qu'on appelle une attaque, c'est-à-dire il y a un émetteur qui attaque votre récepteur et puis qui cherche en fait à perturber votre fonction de localisation pour prendre indirectement le contrôle de votre système de navigation. Et donc moi je travaille sur des capacités à détecter les attaques de l'heure en particulier. 3 axes de recherche différents, je suppose qu'il existe des liens entre eux. Absolument. Moi, ce que j'ai développé en fait au fil des années avec notamment la géolocalisation indoor, le principe, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des répéteurs. Un répéteur, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que vous réémettez en fait au niveau local l'équivalent des signaux satellites qui permettent au récepteur de calculer la position. Cette approche-là, donc, qui normalement se fait dans un but positif, puisque vous cherchez à assurer la continuité de la fonction de localisation, en fait, si vous le prenez d'un autre point de vue, si cette fois-ci, vous considérez que vous avez un signal qui vous permet de calculer la position, mais que vous l'envoyez non pas pour aider, mais à des fins moins honnêtes, dans ce cas-là, c'est comme si vous utilisez l'équivalent du signal qu'on peut utiliser pour faire l'appositionnement indoor, pour assurer cette continuité, mais cette fois-ci, vous l'utilisez non pas pour aider, mais pour tromper. En fait, les répéteurs, c'est comme des leurres, mais sauf qu'eux, ils sont pleins de bonnes intentions, alors que les leurres sont beaucoup moins bien intentionnés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de contextes dans lesquels ces leurres sont utilisées ? Bien sûr, en dehors de tout ce qui est application dans les zones de conflit, dans le milieu plus civil, une application qui a été identifiée, c'est notamment pour les zones de pêche. Il y a des zones de pêche qui sont interdites et les bateaux, en fait, indiquent leur trajectoire donc à un système de transpondeurs, un petit peu comme pour les avions, qui permet de savoir où ils sont. Si vous utilisez un leurre, vous pouvez, comme ça, aller dans une zone interdite, mais sans que personne ne s'en aperçoive. Donc ça peut être un exemple d'application d'un leurre qui a déjà été effectivement avéré. Alors, il y a d'autres choses qui sont potentiellement possibles, qui ont été démontrées. Par exemple, vous pouvez prendre indirectement le contrôle d'une voiture. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise donc son application type Google Maps ou autre système sur sa voiture, qui l'utilise pour se guider, mais en fait, si un leurre attaque son récepteur GPS, il peut arriver à le guider vers une zone où il ne veut pas du tout aller, de façon tout à fait indirecte. Puis un troisième exemple, donc là, qui est tout récent, là. Donc vous voyez, dans le parc du château de Versailles, il y a des petites voiturettes électriques, en fait, qui sont géolocalisées et qui vous empêchent d'aller dans certaines zones. La voiture vous bloque et vous dit de faire demi-tour. Avec un leurre, vous pouvez aller où vous voulez. Et vous, votre travail, concrètement, ça consiste à détecter ces leurres ? Tout à fait. La problématique de leurre, c'est quelque chose qui est identifié déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a plusieurs manières de détecter une attaque de leurre. La manière dont vous allez procéder dépend en fait du niveau d'information dont vous disposez sur le récepteur. Dans mes travaux, nous sommes partis du principe qu'en fait, on avait un niveau d'information relativement restreint et qui correspond plus à des éléments qui vont être calculés par le récepteur et qu'on va récupérer donc vraiment très très en aval.
Et donc, ce sur quoi on travaille, c'est notamment sur la détection du leurre avec ce qu'on appelle le time monitoring. Parce qu'il s'avère qu'une attaque de leurre peut avoir une influence sur certaines mesures que l'on fait. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut voir notamment dans ce qu'on appelle la mesure de temps, puisque un récepteur GPS et GNSS en général, ce sont des récepteurs qui, en plus de le calcul de la position, font un calcul de temps. Et en fait, en observant plus spécifiquement ce temps, ça peut permettre de détecter une attaque. Donc, il y a beaucoup de manières de faire. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que même si vous arrivez à détecter une attaque de leurre, il y a toujours le doute que ce soit dû à des phénomènes naturels. Parce qu'il y a des phénomènes naturels au sein du fonctionnement du récepteur GPS qui peuvent provoquer le même comportement que ce type de choses-là. Et une des problématiques, c'est de discriminer quand est-ce que vous êtes effectivement attaqué de quand est-ce que c'est un comportement naturel. Et comment vous faites pour tester les systèmes de leurre alors que c'est interdit en extérieur ? Absolument, c'est tout à fait interdit d'émettre sur les bandes GPS, puisque c'est considéré, selon les articles de loi, comme un acte de guerre, d'émettre sur des fréquences militaires. Donc c'est tout à fait interdit. Pour pouvoir faire des tests, en fait, donc il y a tout ce qui est le volet simulation qu'on fait en amont. Et puis après, quand on veut tester les choses sur des récepteurs effectifs pour voir le fonctionnement des techniques, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se place dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque, une sorte de grande pièce qui est tapissée d'absorbants et qui fait qu'en fait, vous pouvez émettre dans cette chambre sans que les signaux ne ressortent. En tout cas, ils ressortent à un niveau tellement faible que c'est pratiquement impossible à détecter. Et ça nous permet en effet de tester différents scénarios et différentes techniques. Et qu'est-ce qu'on fait si on s'aperçoit qu'on est victime d'un leurre ? Eh bien, si on est un récepteur, on va dire, dans une application du type de celle de la voiture simple, eh bien, la seule manière raisonnable de réagir, en fait, c'est de s'éloigner. Parce que lorsqu'on est sous l'influence d'un leurre, en général, le leurre est plus puissant que le signal réel, entre guillemets, en tout cas qui vient des satellites. Et donc, c'est très compliqué de faire autrement que de simplement s'éloigner le plus possible jusqu'à ce que vous récupériez les vrais signaux. Quand on a préparé ce podcast, vous m'avez dit que vous travaillez en partenariat avec Thales. Qu'est-ce que ça apporte dans vos travaux ? Alors, l'avantage de Thales, donc, c'est qu'ils sont évidemment très intéressés. Ça s'intègre dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre électronique. Des sujets qui, évidemment, intéressent une entreprise comme Thales. L'intérêt, en fait, c'est qu'on peut déposer des projets avec eux, des projets de financement public, qui permettent justement d'améliorer notre audience et l'audience de nos solutions, et aussi de développer les solutions et d'avoir, grâce au financement qu'ils nous donnent, des doctorants qui vont travailler sur les sujets, financer du matériel, financer du personnel. Et donc, il y a un retour, puisque en échange, ce qui se passe, c'est qu'on dépose des brevets en commun avec eux sur certaines techniques. Ces partenariats, évidemment, sont très précieux, à la fois pour la visibilité, mais aussi pour les ressources qui y sont associées. En tant que chercheur, qu'est-ce qui vous a le plus étonné jusqu'à aujourd'hui ? Moi, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait des choses qui se développent, en termes de recherche, qui font que certaines problématiques, soudain, ont été laissées de côté parce que les nouvelles techniques qui ont été développées font que ces anciennes problématiques ne se posent plus, et ainsi elles se retrouvent en quelque sorte un peu délaissées. Mais qu'en fait, on les retrouve un petit peu plus loin lorsque on a trouvé les limites des nouvelles approches qui ont été faites. Et ça, c'est assez étonnant de voir qu'en réalité, on est un petit peu comme les historiens, on ne peut jamais vraiment fermer nos dossiers. Dernière question, avec plus de budget, vous feriez quoi ? Si j'avais vraiment une manne d'argent assez importante, moi, ce que je financerais, ce serait des générateurs de signaux haut niveau qui ont une grande souplesse et qui permettent de tester énormément de choses. C'est de l'ordre du million d'euros et donc, évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut acheter tous les ans. Merci Alexandre Verviche-Piquois d'avoir accepté de participer à cet entretien. Merci à vous. Et de nous avoir éclairé sur les leurres en géolocalisation. Prochain rendez-vous, ce sera avec Khalid Habib. Il s'intéresse à la récupération de l'énergie du signal Wi-Fi pour alimenter des objets connectés. N'oubliez pas que vous retrouvez l'ensemble des podcasts Science Num sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.